Alors, je vais inviter notre expert international en management stratégique, le polyculturel, monsieur Mounier, qui va parler de l'industrie culturelle et du développement territorial. Il a 15 minutes. Alors, je rappelle qu'en 15, c'est 10 plus 5 minutes. Ok, bonjour à tous. Donc, après cette brillante intervention, je vais essayer de ne pas être trop débarcatif. Donc, je vais essayer d'être le plus synthétique possible, tout en sachant que, et ça c'est une réflexion qui me vient suite aux remarques qui viennent d'être faites, dans ce genre-là de matière qui est très complexe en fait. Il y a une certaine forme de, je dirais, c'est une certaine forme de plasticité des concepts qui vous échappent continuellement. On peut avoir cette impression-là à un moment donné, et ça ajoute à la complexité. Et face à cette complexité-là, c'est clair que, là, c'est la réflexion qui me vient immédiatement après exposé, c'est que on peut être très vite dans ce départ, est-ce que je suis dans le manipulatoire, est-ce que je ne suis pas dans le manipulatoire? Donc quand on fait de l'intelligence stratégique, du management stratégique, etc., et surtout dans l'interculturel, moi je suis plongé là continuellement dans l'interculturel, on est toujours face à ce débat-là. Et on essaie de s'en sortir en bricolant, parce qu'évidemment, moi je n'ai pas l'expertise universitaire, l'expertise scientifique qu'ont mes deux prédécesseurs à la tribune. Et donc, en tant qu'expert ou les consultants sur le terrain dans des mondes très interculturels, ce qu'on essaye de faire, c'est de partir des réalités qui sont parfois très dures, qui sont toujours très très complexes. On essaye de gratter un peu le vernis, on essaye de rentrer en profondeur des choses, d'appliquer des grilles d'analyse, et de se raccrocher ensuite à des modèles de référence théoriques et conceptuels pour essayer de bricoler, j'appelle ça du bricolage, parce qu'on n'est pas dans le processus réellement scientifique. Le bricolage de solutions sur le terrain. C'est ce que j'ai fait notamment à Marrakech en créant un cluster industriel de toutes pièces. Et c'était un contexte très difficile parce qu'on nous disait au départ, vous n'allez jamais y arriver parce que dans la culture marocaine, ça ne peut pas marcher parce que la culture marocaine elle a trop d'obstacles par rapport à une logique de cluster industriel. Et ça, c'est un message quand même très positif, c'est un message d'espoir, c'est qu'en partant de rien, et soi-disant en ayant tous les obstacles culturels devant soi, on y est quand même arrivé. Donc, là, maintenant, je vais embrayer là-dessus, et à partir d'une remarque et d'une idée forte que je retire de l'exposé de M. Paul, et de dire voilà, il faut changer de régulation, et parce que l'économie est passée à une économie de monopole temporaire. Et les sociétés qui veulent s'en sortir, avec des bonnes stratégies, elles doivent veiller à continuellement se renouveler, créer des situations de monopole temporaire sur des segments de marché. Et donc là, en fait, ce n'est pas une projection d'avenir, parce que réellement, concrètement sur le terrain, on y est déjà. On est déjà dans cette guerre-là, dans cette bagarre-là. Et je dis que c'est une guerre, une bagarre, pourquoi? Parce que on est au cœur en fait de la compétitivité. Ce qu'on appelle la compétitivité, là, maintenant, par le biais de l'intelligence économique, par le biais de l'intelligence stratégique, c'est ça. On est là maintenant. Il faut se créer chaque fois, et toujours et de plus en plus vite, des positions monopolistiques sur les secteurs. Et ça demande énormément de créativité. Et à un moment donné, pour créer cette créativité-là, on s'est dit, ben ouais, il nous faut des industries créatives, il nous faut des industries culturelles.
dans lesquels on va aller puiser, nous les industriels automobiles, de l'aéronautique, n'importe quoi, on va aller puiser des ressources nouvelles de créativité pour relancer la machine. Et à partir de là sont nées les réflexions sur la création d'industries, de secteurs organisés en industries créatives et culturelles. Alors, il y a déjà beaucoup de choses qui existent en la matière. Les territoires se sont lancés sur la problématique. Pourquoi? Parce qu'ils se sont dit, ah ouais, si on crée des industries créatives et culturelles dans nos territoires, ça va donner de l'emploi en direct, de la croissance, des emplois nouveaux, des nouvelles ressources. Ça va positionner notre territoire pour faire du marketing autrement. On va faire de la culture pour le territoire. Donc là, on rejoint cette thématique culture de masse ou pas culture de masse. On rejoint cette débat philosophique-là. Et puis, en créant un territoire, en créant un secteur des industries créatives et culturelles, je vais pouvoir relancer de manière plus globale mon économie. Parce qu'on a besoin de la création. Alors, une fois qu'on a dit ça, évidemment, ce sont des termes, ce sont des concepts. Et il y a une très grande variété de définitions. C'est ce que j'appelle la plasticité des concepts. Ça veut dire que tout le monde les a dit selon ses objectifs et selon ses perspectives. Alors, quand on définit ce que c'est les industries créatives et culturelles, on a un problème. Normalement, le point de départ, quand on observe, quand on lit un peu les théories, il y a trois concepts clés qui rentrent dans les définitions conceptuelles de tous ces secteurs, de ces activités. La première chose, c'est qu'on est dans l'immatériel. Ça veut dire, et ça c'est un changement de paradigme essentiel, c'est qu'on n'est pas dans du matériel. On ne vend pas des voitures, on ne vend pas des avions, mais alors qu'est-ce qu'on vend? Mais on vend de l'immatériel. On vend de la création, on vend des idées, on vend des œuvres. Donc on est dans le monde de l'immatériel, dans le monde des idées. Alors, comment vend-on des idées? Comment on met des idées sur le marché? Et comment on va rentabiliser une idée que je crée et que je mets sur le marché? Alors ça, ce sont de grosses questions sur lesquelles des bataillons d'avocats et de spécialistes juridiques travaillent. Et ils travaillent notamment sur ces concepts de droit de propriété. Alors concrètement, là je sors d'un travail que j'ai accompagné, ils ont travaillé avec moi en fait, avec une équipe d'étudiants en master en sciences juridiques de l'Université catholique de Lille. Et le thème du travail, de dire voilà, je produis des idées, je produis des concepts, je les mets sur le marché. Qu'est-ce qu'il me faut comme outil juridique là, maintenant, pour garantir mes retours sur l'investissement? Et alors, là aussi, ça rejoint la problématique que M. Paul a décrit dans l'économie. Ça veut dire qu'on est dans une économie de conception. On va sortir des concepts, on va les mettre sur le marché. Une fois qu'il est sur le marché, le concept, pour le produire après, c'est plus rien. Parce que tout est finalisé, tout est emballé, packagé, mis sur le marché. Et c'est à ce moment-là, justement, qu'on doit calculer son coût, justement, pour être dans le coût et pour avoir la rentabilité de son investissement. Donc là, des étudiants ont travaillé pour moi, et avec les gens de l'école, enfin, de l'ex-école de mine du code des responsables de l'économie, on s'est dit, tiens, ça c'est intéressant, et ça génère une nouvelle réflexion sur de nouveaux business models. Donc, on est un peu dans ce travail conceptuel de base, mais qui est important sur un plan problématique. Ça veut dire, sur un plan pratique, ça veut dire que quand on est dans des industries créatives et culturelles, ça demande de nouveaux schémas d'affaires, ça demande de nouveaux outils juridiques. Alors, ici j'ai repris une représentation d'un
que je trouve bien, et je n'ai pas trouvé mieux jusqu'à présent, sur la définition des périmètres des secteurs, parce qu'il y a plusieurs secteurs d'activement, regroupés sous le regard industrie culturelle et créative. Alors, c'est un schéma qui est utilisé par la métropole du Grand Lyon, en France, et qui synthétise 3 niveaux d'activité. Il y a le premier niveau d'activité, la culture, les industries culturelles proprement dites. Et là-dedans, on vient d'en parler, il y a cinéma, vidéo, il y a radio, télévision, etc., musique. Donc c'est la culture, c'est le noyau de la culture. Par rapport à ça, il y a des industries créatives qui se mettent en place. Et là, on a toute une panoplie d'activités qui sont par exemple les arts du spectacle, multimédia, jeux vidéo, communication, photographie, architecture, publicité, design, mode, discussion. Alors, communication, multimédia, jeux vidéo, j'y reviens brièvement là-dessus parce qu'on en a parlé dans les précédents exposés. On a parlé des technologies de l'information, des systèmes d'information, etc. Par exemple, au niveau européen, dans toutes les expériences territoriales de constitution de pôles des industries créatives et culturelles, tout ce qui touche à l'informatique et les systèmes d'information multimédia entre dans cette définition-là. Alors, je ne vais pas aborder la légitimité d'inclure ces activités-là par rapport à une logique d'industrie créative, parce qu'il y a aussi un effet, les territoires renforcer leur pôle, mais ils mettent tout le multimédia et toute l'informatique dans le pôle. Et on développe avec ça des pôles de l'industrie créative et culturelle. Donc là aussi, il y a tout un débat sur le fait de savoir quelle partie dans les systèmes, dans l'informatique, range dans l'informatique multimédia peut être considérée comme une industrie créative et ce qui ne peut pas être considéré comme une industrie créative. Je laisse de côté le débat actuel. Pour finir, en fait, sur la dernière strate d'activités, qui sont les activités liées à la culture et à la création. Et alors là-dedans, on y met les marchés de l'art, l'artisanat rentre dedans, le patrimoine, les galeries d'art, le tourisme, les musées, et donc il s'est inclus dedans ici des titres. Alors, pour conclure sur ce sujet de la définition, il y a une définition qui est précise, voilà, qui est proposée par un professeur au Bourgogne et à l'université de Reims, Champagne-Ardenne, qui s'appelle Fabrice Thuriot, et qui dit voilà, de manière précise, ce que représente cette industrie-là, c'est quoi? C'est le patrimoine culturel, les arts du spectacle, les industries de l'audiovisuel, l'édition et l'information écrite. Donc là-dedans, on a le livre, etc. On a les micromédias, la création industrielle. Alors là, quand on dit la création industrielle, c'est quoi? C'est le design, le design de nouveaux produits. Le design de nouveaux produits entre dans ces industries créatives. Les services créatifs, donc dedans on a l'architecture, la publicité, plus le design, les relations publiques, etc. Les industries de goût, l'artisanat, le luxe, mode, gastronomie, vin, spiritueux, industrie de loisirs et de divertissement, parcs d'attraction, tourisme, hôtellerie, sport, jouets, loisirs créatifs. Alors, effectivement, lorsque vous voyez cette définition-là, et lorsque vous regardez vos territoires au Maroc, vous me dites, bon sang, on a du potentiel quand même. Ça nous paraît être quelque chose, ces industries créatives et culturelles, quelque chose d'assez inatteignable. Et finalement, quand on gratte un peu, mais finalement, ici dans les territoires marocains, on a un potentiel important. Et c'est ce que j'ai déjà dit, notamment un jour dans une réunion à Stade, c'est que, ouais, quand vous faites le compte, quand vous observez un peu toutes
les ressources que vous avez, c'est pas mal. Vous avez des secteurs artisanaux très forts, vous avez des métiers d'art très forts, vous avez de la production agricole qui peut générer des produits de luxe. Vous avez déjà des secteurs du design et de la création qui sont déjà très développés. Et vous avez un contexte culturel et vous avez une âme marocaine qui est ouverte à la création. Pour preuve, le dernier exposé qui vient d'être fait. Donc, tout d'abord, il faut prendre conscience des perspectives qu'on a devant soi. Et il faut travailler à partir de ça. Mais je pense qu'à ce niveau-là, il y a tout un potentiel à travailler au niveau marocain. Et donc, l'idée de pouvoir un jour créer des clusters spécialisés dans ces industries. Alors, un territoire, quand il va développer un pôle d'industrie créative et culturelle, pourquoi va-t-il le faire? Et ça, on l'a déjà un peu approché. C'est clair que directement, le secteur, il crée de la valeur, il crée des emplois, et indirectement, notamment via les dynamiques intersectorielles, il va générer la création de valeur dans toute cette économie. Et il va devenir un pôle d'attraction. Et c'est le cas, on va voir ça. Mais je peux passer en revue d'autres thématiques qui permettent de renforcer ce marketing territorial. Et les territoires ne sont pris pas. Ensuite, il y a des impacts. Ces industries-là, et toute stratégie territoriale de ces industries-là, ne sont pas neutres vis-à-vis de la culture, des thèmes culturels et des débats culturels, du rôle de la culture dans le développement, mais pas seulement économique, mais aussi dans le développement social, dans le développement humain. Et dernière dimension que je vais souligner ici avec vous, très brièvement, c'est la symbolique. Ça veut dire que si on a une culture très forte, si on a une capacité de création du territoire qui est très très forte, pour le territoire, c'est un symbole. C'est un symbole de vitalité, c'est un symbole de progrès. Et c'est un symbole, on voit sur l'échiquier international, et des relations internationales, on vaut quelque chose. Et on devient un point d'attraction. C'est quelque chose de très important. Et je passe outre tout le débat sur le fait que ces industries-là sont irrémédiablement attachées à l'exploitation de certains symboles culturels du territoire. Il y a certaines ressources culturelles du territoire. Il y a certaines représentations du territoire. Donc, qu'est-ce que ça donne de manière très concrète lorsqu'on atterrit sur le terrain? Mais qu'est-ce que ça veut dire sur le terrain constituer des pôles d'industrie culturelle et créative en territoire? Si je prends l'exemple d'une ville comme Liège, en Belgique, on a dans le territoire une friche qui s'appelle l'hôpital de Bavière, qui est un ancien hôpital, grand hôpital de la région liégeoise, hôpital militaire, et on a là des bâtiments, des terrains qui sont en friche, mais qui sont remarquablement situés dans un centre-ville, facile d'accès, avec tous les moyens de communication. Donc on a délimité un territoire bien précis, ça c'est important dans la définition de ces pôles, c'est-à-dire qu'on détermine urbanistiquement un territoire, et là-dedans on va y investir de nouvelles infrastructures, de nouveaux aménagements, et on va y amener de nouvelles activités. Alors on va s'assurer que l'écoquartier est un écoquartier. Ça veut dire que les activités qu'on va retrouver dedans ne vont pas dégrader l'environnement, mais qu'elles vont contribuer à la protection de l'environnement. On va y mettre des activités
activités qui sont liées à la création, aux technologies d'information, aux multimédia, aux arts cinéma, au sens large, hein, cinéma, vidéo, etc. Et on va y mettre du logement. Parce qu'on est maintenant dans des périodes de conception urbanistique où on essaie de combiner les différentes fonctions. Et on va essayer de ramener ça sur un territoire. Alors, ici, là, c'est un projet, mais ce type-là de projet, ça fait plus belle durée qu'on développe ça en Europe. Une des références en Europe, ça a été, et c'est d'ailleurs toujours, bien que ça a un peu vieilli maintenant, l'équipe de Manchester ou bien l'équipe de Liverpool en Angleterre. Alors en Angleterre, comme en Belgique, ou bien dans le Pas-de-Calais par exemple, on est face à la même problématique. Ça veut dire que suite à la désindustrialisation, on est face à l'existence de zones de friches industrielles qu'il faut absolument remplacer. Alors à ce moment-là, les territoires sautent sur l'occasion, ils sélectionnent ces friches industrielles et ils les reconditionnent, ils les réaffectent à ces industries créatives et industries créatives et culturelles. Et donc là, l'exemple des quais de Manchester ont toujours constitué une référence et on fait du réaménagement urbain dans la même occasion. Donc je vais terminer parce que j'espère que je suis toujours dans le timing. Je vais terminer sur un essai de modélisation qui est le fruit de ma réflexion personnelle. Donc je vous dis là, c'est vraiment du personnel, le fruit de mon expérience personnelle, expérience sur le terrain. Donc, à travers les constructions de clusters, les constructions de fédérations professionnelles que j'ai faites ici au Maroc, à travers tout ce que je fais pour assurer le lancement de vie, et aussi, comme je l'avais dit, on revient par rapport à la Tunisie, etc., puisque avec la Tunisie, quelque part, c'est le chemin inverse que je fais, je pars du Maghreb vers l'Europe pour essayer d'implanter là-bas un concept qui est à la fois urbain, scientifique, etc., au Maroc, en Europe, j'interviens aussi dans des écoles, dans des cours de design, etc., pour les designers, sur les Smart City, sur les programmes. Et donc, je me suis dit, tiens, ça c'est la bonne occasion pour un peu ramasser tout ça et pour vous proposer une modélisation, mais qui n'est pas à prendre ou à laisser, mais plutôt, je vous la soumets en termes de base de discussion. Pour moi, en observant le marché, il y a trois concepts qui ressortent très très clairement. On y met un peu tout ce qu'on veut dedans, mais enfin, ce sont quand même trois tendances de fond sur le marché. C'est que les pôles, les projets de requalification territoriale, de développement territorial ou bien de requalification urbaine, elles tournent toujours autour de trois thématiques. C'est la plurianimalité, donc la ville créative, c'est la ville intelligente, la smart city, et c'est la ville verte, green city. On est toujours autour de ces concepts-là. Et ce sont des concepts qui sont interreliés, qui sont interdépendants. Il n'est pas possible de les différencier et de les isoler à 100% les uns des autres. Et au cœur de ces concepts-là, qu'est-ce qu'on trouve? Et on trouve la technologie. Et tout l'exposé là de M. Voll, qui était passionnant, sur un peu toutes les révolutions industrielles qu'a connues le monde sur ces 3 derniers siècles. Et c'est ça, à la base, on a de l'innovation technologique, on a de nouvelles techniques qui sont créées, qui sont inventées, qui sont mises sur un marché. Et c'est comme un peu un train, on met le train on met des locomotives sur les rails, et puis le train il démarre. Et puis il fait son voyage. Et tout au long du voyage, ça génère des impacts, ça génère des mutations et des révolutions très profondes.
Et on est un peu là-dedans. Ça veut dire qu'on a cette technologie qui est là au centre de cette évolution et qui modifie profondément les stratégies, les projets et les conditions de vie. Alors, dans tous les cas, en fait, l'objectif qui est recherché, tout d'abord, le premier objectif, c'est un développement économique durable. C'est clair que dans toutes les expériences territoriales qu'on connaît actuellement, ici, surtout suite à la crise qu'on vient de traverser, l'objectif c'est de créer du développement économique. Et ce développement économique doit être durable. Ça veut dire qu'on ne peut pas puiser, on ne peut plus puiser dans les réserves que peut offrir notre planète. On risque de gâcher les générations futures. Et donc là, la réflexion, encore une fois, là, de M. Paul, sur cette ressource qui est devenue le cerveau, est une réflexion passionnante et qui ouvre de nouvelles perspectives dans le cadre de cette réflexion-là. Le deuxième objectif, c'est l'inclusion sociale. C'est de faire du développement social. Parce qu'on est devenu des sociétés, même en Europe, on est devenu des sociétés très tendues, avec des problématiques et des failles sociales qui sont devenues très très fortes et gigantesques. Donc, toutes les stratégies publiques, elles sont orientées et au niveau des territoires vers ce qu'on appelle l'inclusion sociale, un développement social harmonieux. Et puis donc, le troisième objectif que je mets vraiment au-dessus de la pyramide, on dirait, c'est le développement humain. Et surtout, là je vais reprendre une référence théorique à nouveau, conceptuelle. Dans un de ses derniers livres, Dominique Volton, il parle de ça, il parle beaucoup de ça. Et il dit, sa thèse, il dit, voilà, on a fait la mondialisation économique, mais on n'a pas fait la mondialisation des cultures. Ça veut dire qu'en faisant la mondialisation économique, on a laissé béant toute la problématique des cultures. Et ce qu'on constate actuellement, c'est que les communautés humaines, pour ne pas dire les peuples, parce que j'aime pas le mot peuple, il est trop grandiloquent et on en a fait un peu n'importe quoi. Je préfère parler de communautés humaines. Mais les communautés humaines, dans cette mondialisation économique tous azimuts et financière, elles prennent corps. Et elles se cadrent sur leur culture, elles défendent leur culture, et donc on a des problèmes interculturels, de culture à culture, et d'intégration des cultures. Et donc, Dominique Volton dit que là maintenant, on doit s'occuper de cette mondialisation-là, de cette mondialisation des cultures. Alors, moi, puisque là, Inès a dit que c'était un polyculturel, effectivement, en travaillant sur le terrain et en vivant comme les Maroc, comme les Marocains, depuis plus de 10 ans, c'est clair que quand on est dans cette position-là de passeur de la culture, on se rend compte des gouffres et des incompréhensions. Et donc là, c'est un travail énorme qui se trouve devant nous. Mais ces trois niveaux, développement économique, inclusion sociale, développement humain et culture, c'est en même temps des objectifs. Ouais, les stratégies doivent être orientées vers ça, mais en même temps, ce sont des ressources. Ça veut dire que les territoires qui ont réussi à capitaliser le plus sur ces trois éléments-là sont d'autant plus forts pour rentrer dans ces stratégies de smart city, creativity city et green city. Donc là, on est devant une boucle, un cycle qui se réinjecte. Donc, c'est pour ça que là, pour les territoires marocains maintenant, quand on prend conscience de ces enjeux-là dans la mondialisation, et là, on est sur le vrai socle de la compétitivité. Il faut aller à la bagarre, il faut consolider cette arme, il ne faut pas avoir peur. Ça veut dire qu'on a des potentiels, et des potentiels qui sont complètement inexploités, et il faut pouvoir exploiter ces potentiels. Il y avait ça,
Il faut aller dans l'eau humain, il faut se battre. Il y a des expériences qui marchent, donc il faut repartir de ces exemples-là pour participer à ces processus de mondialisation. Mais ça ne sert à rien d'y aller à reculons, parce que ces phénomènes-là, ils sont là. C'est la société qui évolue. Et nous sommes vite dedans. Donc il faut y aller pour les trouver. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci Thierry. Ce qui est, enfin, je vais pas, encore une fois, je ne vais pas résumer parce que c'était très riche. Ce qui est important, c'est intermobilité entre le culturel, l'idéal et l'intelligent. C'est ça ce qui est important. Et ce qui est important aussi, c'est que Thierry va essayer de nous rappeler que nous avons une richesse culturelle qu'on peut mettre en valeur. Il est obligatoire de le mettre en valeur. Et il a partagé avec nous des expériences qui ont marché ailleurs, qui peuvent bien sûr utiliser pour un benchmarking. Ce qui est aussi important, c'est que si on ne capitalise pas, si on ne fait pas de la créativité dans la culture, je vais prendre l'exemple économique qui dit que la mauvaise monnaie chasse toujours la bonne monnaie. C'est le principe qui est dans disons, les économistes. Ils disent toujours que c'est toujours la mauvaise monnaie qui chasse la bonne monnaie. Pourquoi je parle de cet exemple? Parce que si on ne met pas en valeur la bonne culture, vous le constatez, et on le vit au Maroc, c'est que la mauvaise culture, il y a plus de facilité à être commercialisée, et il y a plus, malheureusement, il y a plus de créativité dans cette mauvaise culture. Enfin, mauvaise culture, je veux dire, vous savez de quoi on parle, et ce qui est commercialisé actuellement comme culture. Donc, on a de la culture qui est autre que le folklore, donc il faut s'intéresser à cette ressource inépuisable et qui est riche.